La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Attila, vérités et légendes. Ils ne sont pas venus, nos deux rois. Qu'on leur dit qu'ils se font trop attendre et qu'Attila s'ennuie. Alors que je les mande, ils doivent se hâter. Ce titre en eux me choque. Et je ne sais pourquoi un roi que je commande ose se nommer roi. Et je suis là de voir que du bandeau royal, ils prennent droit tous deux de me traiter d'égal. Corneille, dans une de ses dernières pièces, le représentait sûr de ses qualités, assumant sa réputation. Réputation à partie double. Grand politique, modèle de souverain à l'égal du roi Arthur, c'est l'image qu'a souvent conservée la tradition germanique, et plus encore la Hongrie, qui le considère comme un héros national. Guerrier insatiable, nomade violent, destructeur du droit, que Rome et le christianisme tentaient d'établir durablement, la France et l'Italie, en revanche, n'ont cultivé que ce souvenir, celui du barbare imprévisible. Nos textes, en se nourrissant les uns les autres, ont dessiné du personnage des figures de plus en plus obscures, hommes, chiens, monstres, pis encore, méchants sarrasins, alors qu'il avait vécu bien avant Mahomet. Jusqu'à ce qu'enfin, en 1914, dernier avatar à l'aube d'un XXe siècle qui se croyait moderne, il devienne l'allemand, le Bosch, et que Rudyard Kipling tire le bilan de toute cette production légendaire. Puisque le 1 est à la porte, levons-nous et allons à la guerre. Et Dina Bozocki, bonjour. Bonjour. Alors, on entend tout de suite votre accent hongrois, c'est votre première patrie. Maintenant, votre nouvelle patrie, c'est Poitiers, où vous enseignez l'histoire médiévale. Oui, et je suis donc en France depuis 40 ans, et j'enseigne à Poitiers depuis plus de 15 ans. J'ai fait une carrière un peu compliquée à part ça. Avec une dilection pour la vie religieuse, les pratiques de culte au Moyen-Âge, enfin, surtout avant le XIIe siècle. Et vous allez rassembler, le livre va paraître dans peu de jours chez Perrin, un impressionnant bouquet de légendes, de romans, d'opéras, de films, de BD concernant Attila. Alors on va faire comme dans votre livre, Attila, vérités et légendes. On va aller des vérités très difficiles à établir, aux légendes qu'il est si fascinant de tisser et d'écouter. Vous me dites, la France est le seul pays qui parle encore d'invasion barbare. Déjà le mot barbare à manier avec précaution. Et alors le mot invasion au 4e, 5e siècle avec précaution. Oui, en fait, invasion correspond dans d'autres pays, par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays, on va parler de migration des peuples barbares. Alors je reviens aussi sur le mot barbare. Le mot barbare désigne déjà chez les Grecs ceux qui ne parlent pas et qui n'écrivent pas éventuellement la langue grecque. Et pour les Romains, c'est un peu le même sens, sauf que ils élargissaient cette notion encore davantage. Et pour eux, les barbares, c'était tous ceux qui étaient irrationnels, féroces, désordonnés, et tout à fait l'opposé des Romains. Et parmi les barbares, les Huns, alors ils viennent de l'est du Don, ils glissent peu à peu vers l'ouest, pour une partie d'entre eux, et en 435, ils ont un nouveau roi qui s'appelle Attila. En fait, il y a deux co-rois des Huns à cette époque-là, un petit peu comme à la même époque, il y a dorénavant deux empereurs, l'empereur d'Orient à Constantinople et l'empereur d'Occident à Rome et à Ravenne. Attila va d'abord attaquer l'empereur d'Orient en 447. Oui, effectivement, d'abord les Huns, et Attila avec son frère Bleda, ou qu'on appelle en hongrois Bouddha, va faire toutes sortes d'incursions contre la partie orientale de l'Empire romain, et c'est pour avoir en fait non seulement du butin, mais surtout aussi du tribut, donc des impôts, à condition que les Huns arrêtent leurs incursions, leurs guerres, et donc l'empereur il est en mauvaise posture. Oui, mais il paye jusqu'à 450. Et il envoie même une ambassade jusqu'au foyer du royaume des Huns. Alors, comme notre sujet aujourd'hui, c'est le travail de l'imagination, je vous propose une interprétation de l'ambassade auprès d'Attila, qui était menée, entre autres, par un certain Priscos. Et dans le rôle de Priscos, nous avons Pierrot, Jean, bien connu, des auditeurs de notre chaîne.
je me dirige vers son ordu, sorte de tente en peau de bête non identifiée, gardée par un géant bardé de cicatrices. Pardon, monsieur, vous êtes un 1 ? Vous êtes un 1 ? Oui, je suis un 1. Je suis le garde du corps d'Attila. Attila est-il là ? Écoutez, je vais voir, mais qui dois-je annoncer ? Jean Pirot, France Inter. Oui, il veut bien vous recevoir. Monsieur Attila ? Lui-même, Enchéréonos. Bonjour, sire. J'aimerais, avec vous, éclairer quelques points de légende qui vous concernent. Éclairons quelques points de légende. D'abord, en quelle langue s'adressait-on à Attila ? D'autant qu'autour d'Attila, il y avait tout un entourage hétérogène. Oui, tout à fait. Mais on ne sait pas tout à fait quelle était la langue des Huns. D'abord, c'était une nation déjà très mélangée. En tout cas, ils charriaient avec eux d'autres peuples ou ethnies ou peuples soumis, alliés et tout ça. Mais on peut penser que la langue était plutôt une langue d'origine turque, parce qu'on connaît quelques noms propres et une consonance turque. Mais on n'a pas des certitudes totales parce que c'était pas une langue écrite. On n'a pas beaucoup de certitudes archéologiques non plus, parce qu'il ne vivait pas dans une tente en peau de bête, dans son foyer, là, en Hongrie orientale, mais tout était en bois. Il buvait dans du bois, il mangeait dans du bois, il habitait dans du bois, et ça laisse pas beaucoup de traces. Oui, en effet, donc c'est d'après la description de ce Priskos, en 449, qu'on connaît la capitale, entre guillemets, d'Attila, qui était une ville construite en bois, mais il y avait des jolies sculptures aussi, des ornements en bois que Priskos a admirés. Et d'après lui, on connaît justement la modestie d'Attila qui buvait dans des coupes en bois, tandis que son entourage utilisait plutôt l'or. Alors en 450, l'empereur d'Orient, après cette ambassade de de Priskos rebelle, il entre en résistance et alors Attila va se tourner vers l'Occident et non pas tout de suite vers Rome, mais vers la Gaule, qui n'est plus romaine que nominalement, et notamment vers un royaume que les Romains avaient établi du côté de Bordeaux et de Toulouse, le royaume des Visigoths. Il y avait bien encore un proconsul romain qui essayait de maintenir les populations romaines, gauloises, et les alliés barbares. Oui, tout à fait. Et surtout, il y avait ce général Aetius qui défend la Gaule romaine et en général encore la romanité contre certains germaniques. Et même s'il est allié avec les Visigothiques, par exemple, Aetius, il essaye de les contenir le plus possible. Alors, ça n'empêche pas Attila de franchir le Rhin, d'incendier Metz, et en 450, il semble se diriger vers Paris. Mais, je le répète, nous utilisons toutes les sources que la fertile imagination humaine a pu mettre à notre disposition. À Paris, venus de tous côtés, des envahisseurs innombrables commencèrent à se disputer ce coin béni des dieux qui deviendra Paris après avoir été Lutèce. D'abord, ce furent les Huns, menés par Attila, terrible ravageur qui nous venait d'Asie. Or, quelque temps auparavant, une jeune fille était apparue qui était née à Nanterre vers 423 et dont on suppose qu'elle mourut en l'an 514. Cette miraculée, car c'en était une sans doute signifie que la chose est douteuse, cette miraculée passa aux yeux de tous pour avoir sauvé Paris lors de l'invasion des Huns, car d'un geste éloquent, elle arrêta l'exode des Parisiens épouvantés. Et s'il faut en croire la légende, on peut même affirmer que par la suite, cette jeune fille ne fut pas étrangère à la conversion de Clovis. Sacha Guitry, si Paris m'était compté. Vous connaissiez pas ce film parce que vous n'étiez évidemment pas né. Edina Bozoki, puis il n'a pas pénétré en Hongrie, votre pays. Les vies de saints ont joué un rôle très
très important dans la constitution de la légende d'Attila. Tout à fait, parce que la légende d'Attila se développe au fur et à mesure durant les siècles, mais les premières légendes qui exagèrent le danger des Huns et leur rôle contre la romanité, ce sont des légendes des saints qui sont inclus par exemple dans l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, et ensuite il y a toute une flopée, toute une foule de légendes qui sont écrites souvent sur le modèle des premières légendes de saints, mais encore au Xe, XIe, voire plus tard, on va inventer même des nouveaux saints. Alors Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, il valorise le rôle des saints évêques. À côté de Sainte-Geneviève, il y a Saint-Germain d'Auxerre. À Orléans, où Attila va aller, après avoir contourné Paris, il y a un évêque qui est un saint. Tout à fait, c'est Saint-Aignan qui aura d'ailleurs un très grand culte, notamment sous les rois capétiens et même plus tard, bien entendu. Et Orléans, c'est une ville fortifiée et c'est un passage important, notamment vers le royaume des Visigoths, probablement, parce qu'on ne sait pas pourquoi exactement par là Attila sont allés. Et Aignan, c'est par les prière qu'il fait venir l'armée de ce général Essius et des Visigoths pour sauver Orléans. C'est-à-dire que le bon évêque, il est entré dans le gouvernement durable de sa ville face à un nomade violent. Tout à fait, et ça va être tout à fait un cliché, lieu commun dans ces légendes, et on va créer d'autres légendes sur le modèle de ce genre de légendes. Mais ce qui était vrai, que c'est les évêques à cette époque-là, donc encore au 5e siècle, étaient souvent les défenseurs des villes et ceux qui maintenaient la romanité et la sécurité en quelque sorte dans ces villes. Après avoir perdu Orléans, Attila va se replier vers le nord-est, vers la ville de Troyes, où il y a aussi un saint évêque qui s'appelle Saint-Loup, et une immense bataille en juin 451 va être livrée au champ catalonique, du nom de Catalonum, la ville romaine. On ne sait pas très bien d'ailleurs où situer les champs cataloniques. Je recommande à ceux qui n'arrivent pas à trouver la solution relative à la localisation d'Alésia de se consacrer à cette vaste question, comme Madame Devigne, archéologue amateur en 54 à la Radio Nationale. Et nous avons été vraiment élevés encore dans les souvenirs de cet immense cataclysme qui a opposé toute l'Asie à l'Occident civilisé en 451, la bataille d'Attila. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots qui participait à cette bataille énorme qui a repoussé les Huns loin de la France et loin de l'Europe occidentale? Eh bien, nous avions le patrice Aetius, n'est-ce pas, le Romain, qui était là et qui a pu arriver à grouper à la fois les Visigoths avec Théodoric, les Francs avec Mérovée, les Burgondes, les Alains et même des cavaliers d'Afrique. Visigoths, la terre où nous nous battons vous appartient. Défendez-la ou bien elle ira à Attila. Romains, vous aussi battez-vous pour votre pays, car si nous perdons, Attila marchera sur Rome sans que rien ne puisse l'arrêter. Autre strate archéologique, le discours d'Aetius à ses troupes composites dans le film de Dick Lowry. Alors c'est où cette bataille des champs cataloniques? On ne sait pas exactement, mais c'est sûr que c'était en Champagne, près de Troyes, et notamment Napoléon III s'intéressait aux fouilles et en tout cas à l'identification à l'époque où l'un des grands historiens français, Amadé Thierry, a écrit sur Attila et son histoire. Mais on n'a pas pu identifier cet endroit. C'est sûr que c'était une très grande bataille, même si le nombre des victimes sont exagérés par les historiens du 6e, etc., du siècle. Et c'était une bataille internationale parce que de deux côtés, il y avait des Germaniques aussi, mais des Romains d'une part et de l'autre côté des Huns, mais avec toutes sortes de Germaniques et alliés. Vous avez entendu Madame Devigne parler d'une bataille de l'Occident civilisé. Ça, on ne peut pas dire parce que... Bon, en tout cas, les intérêts romains étaient présents dans le camp des Sius et des Visigoths, le roi Théodoric, qui d'ailleurs meurt. Mais de l'autre, oui, dans cette bataille, mais de l'autre côté, il y avait effectivement plutôt les barbares, mais il y avait toutes sortes de germaniques aussi, et en fait, c'était un conflit d'intérêts. Et malgré la défaite relative des Huns, ils sont partis sans être poursuivis, voilà. Et ils vont vers l'Alsace. Vous savez qu'il y a des légendes
en Alsace. Alors on trouve dans votre livre chez Perrin, apparaître dans peu de jours, des dizaines et des dizaines d'histoires. Et vous ne connaissiez pas celle du trésor d'Attila. Bah oui, parce que en Alsace, il a dû être pris par le temps. Il a dû abandonner son char, comme Napoléon sa berline à Waterloo. Vous avez écouté un reportage d'un don qu'on vous fait, gratuit, de France 3, en l'an 2000. Les contes sont souvent organisés de façon magique, n'est-ce pas ? Oui. Vous allez en avoir une confirmation de plus. Après sa défaite, Attila a abandonné en Alsace son butin, un chariot d'or, ici, à Kinswil. Oui, c'était ici. Tellement maintenant, on ne voit plus rien à cause des arbres et tout ça, vous voyez. Mais c'était là. Ils ont creusé profond ? Oui, assez profond, oui. C'est au moins dans les une dizaine de mètres. Car Attila véhicule la légende, celle qui est désormais emprisonnée au fond des lacs, celui de la Laur, du Ballon ou d'Altenweiler entre autres. Tous les 7 ans, au moment de la première pleine lune de printemps, eh bien, le char sort des profondeurs de l'eau, il arrive jusqu'au bord donc du lac, et là il faut être soit 3 frères, soit 7 frères, il y a des variantes de la légende très unies, pour arracher le char qui est à moitié hors de l'eau et encore à moitié englouti de son tombeau liquide. Il faut l'arracher mais en ne prononçant aucune parole. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Attila, vérité et légende avec Edina Bozocchi. Ces paroles chantées ne sont pas de trop puisqu'elles sont de Verdi. C'est le chœur d'ouverture de l'opéra Attila de 1849 parce que 1500 ans avant, après la campagne de Gaulle d'Attila, il y a eu la campagne d'Italie en 452. Vous avez l'air de préférer Verdi, Edina Bozocchi. Cet opéra représentait la Fenice de Venise d'abord, à Corneille. Oui. Donc, vous n'aimez pas le Attila de Corneille ? Non, à vrai dire, pas vraiment, mais j'aime pas trop la culture classique peut-être. Oui. Alors Verdi. Alors, l'opéra de Verdi, donc en fait c'est 1846 et c'est un opéra nationaliste dans le contexte de la lutte contre pour l'unité d'Italie, et Attila est représenté comme évidemment le tyran, celui qui opprime l'Italie, et donc on peut dire aussi que, d'une façon générale, c'est en Italie que l'image d'Attila est la plus sombre et plus cruelle et plus négative. Et ceux qui ont résisté à Attila sont les ancêtres du Risorgimento des années 1840. Oui. Dans les chroniques urbaines d'Italie, que vous avez examinées par le menu, on explique souvent l'installation des villes sur les côtes, le déplacement des populations vers les îles, par les effets de cette arrivée des Huns en 452. Oui, tout à fait. Alors Attila a commencé une nouvelle campagne en Occident en 452, et notamment avec le siège d'Aquilée. Et beaucoup plus tard, à partir du 10e, 11e et encore plus tard, au 13e siècle, dans les chroniques et légendes urbaines d'Italie, on va attribuer la fondation des villes comme Venise notamment et d'autres villes aux alentours à la fuite de la population qui a fui
puis donc effectivement les Huns et Attila qui assiégeaient toute une série de villes, mais dont la certitude n'est pas établie à l'époque même, au 5e siècle. On rajoute de plus en plus de villes à cette série de villes détruites par Attila. Et à Venise, les îles de la lagune, voilà, comme Torcello. Tout à fait. Oui, Torcello, on montre même le trône d'Attila. Et en fait, c'était le siège de l'évêque au Moyen-Âge, mais on attribue à Attila ce siège. Voilà. Dites-moi, les évêques, ils ont eu un rôle protecteur en Italie comme ils l'avaient eu en Gaule, Germinien à Modène, et puis surtout quand l'armée des Huns se profile à l'horizon de Rome, que fait le faible empereur romain d'Occident? Il envoie au roi des Huns le pape, et voici cette scène célèbre. Qui donc es-tu, toi qui oses m'empêcher de passer? Je suis le pape Léon, le serviteur des serviteurs de Dieu. Et mon armée marche sur Rome. Mais Dieu le sait, Attila. Et c'est pourquoi il m'envoie au-devant de toi, pour qu'enfin tu puisses entendre la voix de tous ceux que tu as sacrifiés à ton orgueil, à ton ambition. Crois-tu que j'ai traversé les Alpes pour entendre un sermon? Je sais que tu es impatient d'arriver à Rome. À quoi bon, car elle est sans défense désormais. Tu peux, si tu le veux, la réduire en cendres. Tu peux tuer tous ceux qui y sont encore, les vieillards, les femmes, les enfants. Mais n'oublie pas, Attila, que le sang des innocents laisse toujours des traces. Qu'aurais-je encore à ajouter? C'est à toi de décider. Et dans le film de Pietro Franceschi, le pape se penche vers l'oreille d'Attila. Je ne sais pas ce qu'il lui murmure, ça a l'air décisif, à moins que le pape n'ait vu, je ne sais pas, Saint-Pierre derrière la silhouette, que Attila n'ait vu Saint-Pierre derrière la silhouette du pape. Évidemment, c'est une légende aussi. Alors, la rencontre ou la délégation conduite par le pape Léon le Grand, c'est un très grand pape dans les discussions théologiques aussi. Donc, c'était tout à fait réel, mais une apparition qui va être identifiée avec Saint-Pierre au-dessus du pape, c'est une légende qui apparaît au 8e siècle et qui va être développée et représentée par Raphaël, notamment au Vatican, sur une peinture 1000 fois reproduite, je pense, dans toutes sortes d'ouvrages. Les représentations des victimes ou d'Attila ou d'Attila lui-même, c'est innombrable dans la peinture italienne. La légende de Sainte-Ursule, le dernier tableau du Caravage, où Caravage se peint avec les traits d'Attila. Mais vous voudriez nous raconter plutôt ce qui est consigné dans un manuscrit sur parchemin du XIVe siècle conservé à la bibliothèque Saint-Marc de Venise. Oui, alors donc en Italie, on invente toutes sortes de légendes autour de cette campagne d'Attila, et notamment dans un livre écrit en ancien français, ou plutôt moyen français déjà au XIVe siècle, Attila va devenir le fils d'un lévrier et d'une princesse hongroise. Vous pouvez expliquer ? C'est tout à fait une invention, sans doute parce qu'il y a des hostilités, notamment entre Venise et le royaume de Hongrie. Ça, c'est l'arrière-plan assez lointain. Après, sans doute, c'est pour mettre en valeur aussi le courage des Italiens qui défendaient contre Attila leur ville, leur pays. Et donc, vous me direz que les lévriers peuvent être beaux? Ah oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est la princesse hongroise qui est enfermée dans une tour avec un petit lévrier mignon et blanc qui, s'amuse avec lui et donc tombe enceinte. Et leur fils, c'est Attila, qui a des oreilles de chien. Et d'ailleurs, sur les médailles italiennes et d'autres représentations, Attila apparaît avec des oreilles de chien très souvent. Attila hybride. Une autre légende italienne, le fait sarrasin. Alors ça, c'est une immense épopée de Niccolò da Casola. Oui, tout à fait. Au XIVe siècle, c'était un notaire de la famille des Estinci, de la famille d'Este à Ferrare, qui a fait une épopée de 37 000 vers. Et là, Attila est non seulement païen, mais on l'appelle sarrasin. Et évidemment, c'est les ancêtres de cette famille de Ferrare qui combattent Attila. Et il y a même des fées dedans et tout. C'est une histoire tout à fait extraordinaire, mais qui n'a pas eu beaucoup de popularité finalement. L'imagination pourtant est fertile parce que, rappelez les dates, Attila 5e siècle et Mahomet, quand il serait le disciple, c'est le 7e siècle. Oui, tout à fait. Bon. Des uns comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu.
cet Asiatique aux yeux brillés. Pour se donner du nerf, lui et tous ses barbares. Bouffait matin, midi et soir d'énormes steaks tartares. Voilà, Verdi tout à l'heure, c'était la bibliothèque et la discothèque personnelle de notre réalisateur Jacques Sigal. Ici, c'est la discothèque de Franck Olivard. Le personnage est négatif en Italie, en Gaule, jusque chez Henri Salvador, en Scandinavie aussi, parce qu'il parvient jusqu'aux sagas d'Islande. On sait beaucoup moins qu'il est très ambivalent dans la tradition germanique. Oui, tout à fait. Dans la chanson des Nibelungen, il devient le deuxième époux de Kriemhild, un roi tout à fait sympathique, généreux et naïf. Dans les sagas islandaises, par contre, il devient de nouveau un roi très cruel, atroce. Et entre les deux, il protège aussi des réfugiés comme Dietrich de Ravenne ou de Berne. Et donc, c'est une littérature très abondante, mais maintenant, beaucoup de choses sont traduites en français. Et chez vous, enfin, je sais que les nomades n'ont pas de chez eux, mais chez les Hongrois, l'altérité du peuple hongrois par rapport aux Occidentaux est telle qu'on ne peut qu'insister là-bas sur les origines communes entre les Huns et les Hongrois, et puis sur le statut parfois de roi idéal, voire de héros national d'Attila. C'était ici un témoignage en 98 de votre ambassadeur de Budapest à Paris, Béla, autant dire Buda, Zombati. Sans que l'on croie que nous descendions des Huns, il y a tout de même cette histoire, la mémoire très douloureuse de ce qu'ont fait les Huns, de même de ce qu'ont fait les Hongrois au IXe et au Xe siècle en Europe. C'est estompé il y a longtemps déjà, il ne reste plus que la gloire. Pour les Hongrois, c'est un peu Napoléon. Un peu Napoléon. Ouais. C'est un peu ça. En fait, c'est les Occidentaux qui commencent à identifier les Huns et les Hongrois vers le Xe siècle à cause de la consonance aussi de leur nom, Huni, Hungari. Et ensuite, comme tous les peuples, les Hongrois cherchaient des ancêtres et des récits d'origine. Et comme ils se sont installés dans le même pays, dans la même région que les Huns, finalement, à partir du XIIIe siècle, il y a la fabrication, on peut dire, d'une légende d'origine par les chroniqueurs hongrois, selon lesquels les Huns et les Hongrois, c'est le même peuple, ils remontent à deux frères, Hunor et Magor, et en fait, l'installation des Hongrois à la fin du IXe siècle dans l'actuelle Hongrie, c'était en fait une deuxième installation dans la même nation. Et parmi ceux qui revendiquent ces origines, il y a la première dynastie hongroise qui aurait fait partie du lignage d'Attila. Tout de même, oui. Il y a quelques fêlés du nationalisme ou de l'extension du pays en Hongrie, et quand on inaugure à Budapest en décembre 2010 une gigantesque statue d'Attila, on peut être un peu étonné ou inquiet, Edina Bozoki, de voir planter à la même occasion des arbres aux frontières de ce qui était autrefois la Grande Hongrie avant le partage de Trianon. Oui, c'est une récupération d'un héros dit national, bien entendu, par certains groupes ou tendances nationalistes qui sont actuellement assez en vigueur en Hongrie. Vous préférez parler du parc touristique à côté de Budapest ? Oui, vous dites que la colline sur laquelle on va bâtir un palais de bois d'Attila aurait des vertus magnétiques. Oui, donc en fait c'est un centre équestre ou quelque chose comme ça où on voulait, je pense que c'est toujours pas construit, reconstruire évidemment le palais imaginaire d'Attila en bois, mais on peut voir sur internet des représentations, mais manque d'argent, on n'a pas fait encore. Et effectivement, il y a une colline aussi à quoi on attribue donc une sorte de puissance magnétique de guérison. Et dans peu de jours, on peut trouver des renseignements encore plus sérieux dans votre livre chez Perrin, Attila, Vérité et Légende. Merci Edina Bozoki. Je dois citer aussi dans l'équipe de la Marche de l'Histoire Camille Poux-Jalavier, Frédéric Martin et aujourd'hui à la technique Alice Berger et Élise Christophe. Demain, les Mourides, une puissance au Sénégal.